Est-ce qu'ils vont réussir à garder leur série, comme ils le disent? Oui, rien ne les empêche de le faire. Ils sont dans une position très avantageuse. Le détroit, pour des raisons géologiques et topographiques, est très difficile à contrôler, mais eux, ils en ont les moyens. Nous, non. Ce n'est pas un endroit qu'on peut facilement attaquer, ni par terre, ni par les airs, tout en gardant un vrai contrôle ou une réelle influence. Comme vous le soulignez, ils peuvent effectivement détruire tout ce qui se trouve sur la rive ouest du Golfe. Ils en sont capables. Et je dirais que les Iraniens peuvent aussi détruire Israël. Complètement. Et de plus en plus, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire autre chose. Je veux dire, si vous êtes à leur place aujourd'hui, et que vous savez qu'on essaye de construire des remplaçants, pourquoi attendre? Quelle serait la raison d'attendre? La position russe, en 2022, c'était, disons, qu'ils avaient une idée de ce qui se passait dans l'est de l'Ukraine. Ils avaient mis la main sur des plans trouvés là-bas, qui parlaient de la reconquête de la Crimée et de frappes en profondeur sur le territoire russe. Ils savaient que quelque chose se préparait, mais ils n'avaient pas mesuré à quel point la situation était grave. Ils avaient sous-estimé l'énorme investissement de temps, d'argent et de ressources que nous avions consacrés aux Ukrainiens. Mais à un moment, il est devenu évident qu'il n'y avait aucun intérêt à attendre d'être détruits. Mieux valait affronter la situation, se battre et gagner, peu importe le temps que ça prendrait. Je pense que c'est aussi la position iranienne. Et à mon avis, c'est leur carte maîtresse, si on peut dire. Ils peuvent tenir plus longtemps que tous les autres. Nobilogic, c'est pour ça que je dis que c'est une guerre jusqu'au dernier missile. La vraie question, c'est qui sera à court le premier? Et vous savez, c'est à la fois ironique et inquiétant. Si c'était le seul problème qu'on avait avec le détroit d'Ormuz, ce serait déjà un tableau bien sombre pour nous. Mais il y a un autre point qui rend la situation encore plus catastrophique pour notre camp. Et c'est le point numéro 1 de tout ce mémorandum. La guerre doit se terminer au Liban, entre Israël et le Hamas, alors qu'aucun des deux n'était même partie prenante du protocole d'accord. Le professeur Morandi a aussi parlé de ce sujet, et il a présenté une position iranienne encore plus claire que tout ce qu'ils avaient exprimé jusqu'à présent. Les Iraniens ont été très clairs avec les Américains. Il n'y aura pas d'accord nucléaire si le Liban n'est pas évacué, si la guerre ne s'arrête pas. Il n'y aura pas de négociation nucléaire tant que cela ne se produira pas. Donc, au fond, c'est entre les mains des Américains. Et en plus de ça, les Iraniens peuvent rendre la vie des Américains beaucoup plus difficile dans le détroit d'Ormuz. Si les Américains ne remplissent pas leurs obligations ailleurs, alors les Iraniens estimeront qu'ils ne sont peut-être pas tenus de laisser passer autant de navires. Et c'est justement ce qu'ils font en ce moment. Mais voilà, c'est la principale exigence politique du président Trump. Pas d'armes nucléaires et tout ce qui va avec. Sauf que, et c'est assez étrange, la partie iranienne a toujours affirmé qu'elle ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire. Donc, en théorie, c'est simple. On peut le déclarer, on peut négocier là-dessus une fois que le reste sera réglé. Mais maintenant, ils disent qu'ils ne commenceront même pas ce processus tant que cette condition n'est pas remplie. Alors Doug, dis-moi si tu vois les choses autrement. Mais si c'est vraiment la position du gouvernement iranien, il n'y aura tout simplement aucune négociation. Parce qu'Israël ne fera jamais ce qui est exigé. Eh bien, du point de vue des gens à Washington et en Israël, c'est à peu près la même chose. Cette histoire de nucléaire, c'est presque une distraction. En fait, je dirais même que c'est une distraction stratégique majeure. Si on revient en arrière et qu'on regarde les déclarations faites avant, puis juste après, la première grande phase de la guerre, celle qui a commencé en février et qui s'est terminée, disons, au moins temporairement,
avant juillet. De quoi parlait-on à ce moment-là? Quel était le sujet? On disait oui, les armes nucléaires, c'est important, mais le vrai sujet, c'est l'arsenal de missiles balistiques. C'est la capacité de l'Iran à menacer Israël. Et c'est là que se trouve le problème. Ce que dit Morandi n'est pas faux, mais il doit comprendre une chose. Pour Israël, il n'y a qu'une seule issue acceptable à cette guerre, et c'est la destruction totale de l'Iran. De la même façon, le seul résultat qui satisfait aujourd'hui les gens à Kiev, et d'ailleurs les élites mondialistes, pas les populations d'Europe, mais bien les élites mondialistes, c'est la destruction de la Russie. Tout comme ils voulaient autrefois découper la Russie en petits morceaux, la piller et exploiter ses ressources, c'est exactement ce que les gens à Washington et en Israël veulent faire avec l'Iran. Ça n'a pas changé. Maintenant, sur la question de l'armement nucléaire, c'est simple. Si vous êtes vraiment si inquiet à l'idée que certains développent ou déploient des armes nucléaires, eh bien, ne les attaquez pas. Mais ça, personne n'y a vraiment pensé, parce que ce n'était pas une priorité. Rappelez-vous, les Israéliens saisiraient probablement n'importe quel prétexte pour lancer une arme nucléaire contre l'Iran, et nous, on resterait là à les applaudir. Très bien. Très bien. Allez-y, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un aux États-Unis se réveille, prenne conscience et comprenne l'absurdité totale de tout ça. N'espérez pas que qui que ce soit prête attention à ce que pense le reste du monde, encore moins les Chinois ou les Russes. Ça n'arrivera pas. Personne ne s'en soucie. Personne n'en a rien à faire. Alors avec qui avons-nous affaire? Avec les rois du monde, des serviteurs obéissants du lobby juif aux États-Unis, grassement payés pour leurs efforts, largement récompensés pour tout ce qu'ils disent et font. Et ils vont battre ce cheval jusqu'à ce qu'il soit mort. Ce cheval, c'est l'Iran. Donc, cela étant dit, quelle est la réponse du professeur Morandi? Construire plus de missiles, renforcer vos défenses, préparez-vous au pire parce qu'il arrive. Je ne pense pas que l'Iran ait vraiment le choix dans cette affaire. Et tu sais, en t'écoutant parler, Doug, je repense à tout ce qu'on s'est dit ces derniers mois, à ce qu'on disait avant même que la guerre commence. Et j'ai l'impression qu'on s'est enfermé, dis-moi si tu es d'accord ou pas, dans le pire scénario possible. On t'a fait du lobbying tellement de fois. Tout ce qu'il fallait faire, c'était appliquer la théorie du « on s'en va ». Tu t'en vas, tu déclares la victoire, tu dis ce que tu veux et tu pars. Et tu ne t'inquiètes même pas des protocoles d'accord, des négociations ou de quoi que ce soit d'autre. Tu déclares ta victoire et tu t'en vas. Ça aurait été la moins mauvaise option qu'on avait. Mais je pense que maintenant, avec ce protocole d'accord, Trump s'est piégé lui-même, même pas dans une impasse, mais dans quelque chose d'encore pire. Ça aurait été une situation sans issue. Là, d'après ce que j'entends en vous écoutant, on est presque dans une situation où on est obligé de perdre. Parce qu'avec le détroit d'Ormuz, on ne peut pas vraiment le rouvrir complètement et on n'obtient pas les conditions qu'on veut. Et le Liban, lui, ne va pas bouger. Le Hezbollah non plus. Alors la seule chose que Trump puisse faire maintenant, c'est repartir en guerre. Parce que s'il se retire maintenant, sans le détroit d'Ormuz et sans le Liban, il passera pour un perdant. Donc à mes yeux, toute la pression va dans ce sens. Il doit y aller, il doit le faire. Et ça mènera forcément à une défaite sur le terrain. Oui, je pense que c'est vrai. Et je pense encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais c'est vrai. C'est une guerre jusqu'au dernier missile. Et on ne partira pas tant qu'on estimera ne pas avoir épuisé toutes nos munitions et toutes nos capacités. On ne va nulle part. Et Donald Trump, la grande déception avec Donald Trump, c'est la suivante. Si on revient en arrière, et ce n'est pas seulement une question de regarder ce qu'il disait avant d'être élu, mais plutôt de voir ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Qu'a-t-il vraiment réussi à changer de manière fondamentale?
Et je pense que la réponse, c'est rien. On pourrait dire que l'un des piliers de l'édifice de réussite qu'il essayait de construire, c'était tout simplement l'adoption d'une loi sur l'intégrité du vote. Je veux dire, c'est difficile d'imaginer un pays au monde qui dirait « Nous ne voulons pas que chaque citoyen qui vient voter le jour de l'élection montre son identité, de peur qu'on découvre qu'il n'est pas citoyen américain. » À la place, on préfère ne rien exiger de personne. Et en pratique, on laisse tout ça entre les mains des États. Résultat, il n'y a pas d'intégrité du vote. Et s'il n'y a pas d'intégrité du vote, quelle valeur ont les élections? Et si les élections n'ont plus de valeur, qu'est-ce que ça dit de la République? On pourrait penser que ce que je viens de décrire serait tout en haut de la liste des priorités de Donald Trump. Vous l'avez entendu en parler beaucoup ces derniers temps? Pas vraiment. Je pense qu'il s'est détourné de tout ce qui était essentiel à la survie de notre République et qu'il se concentre maintenant sur tout ce qui compte pour ses donateurs, pour cette classe de donateurs, ces mondialistes qui dirigent aujourd'hui l'Occident. Comment voulez-vous les appeler autrement que des donateurs et des mondialistes? Des sionistes, des néoconservateurs, la classe Epstein? Peu importe le terme que vous utilisez, mettez-les tous dans le même sac. Ce sont eux qui tiennent les rênes. Les élections, ça leur est complètement égal. L'électorat aussi. Ils se moquent bien de savoir qui vote ou qui ne vote pas. C'est eux qui contrôlent tout. Voilà le vrai problème. Et le président Trump n'a rien fait pour changer ça. Et je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse dans un avenir proche. Oui, et ça nous met dans une sacrée impasse. Je veux dire, si on arrêtait l'émission là, ce serait une perspective plutôt sombre. Malheureusement, il y a un autre aspect à tout ce problème. Tu as parlé de guerre jusqu'au dernier missile. Eh bien, ça ne concerne pas seulement le Moyen-Orient. C'est aussi vrai pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, on a l'impression que Volodymyr Zelensky veut même accélérer les choses parce qu'il s'intéresse de très près à ces missiles. Merci beaucoup. Засобів захисту. Особливо це стосується ракет для Петріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс. C'est tout simplement absurde que dans le monde d'aujourd'hui, la production ne soit toujours pas adaptée autant qu'elle devrait l'être pour protéger les gens contre la terreur balistique. Depuis longtemps, nous avons montré et prouvé que nous sommes capables de produire, notamment, ce type d'armement défensif. Si l'Ukraine obtenait une licence des États-Unis pour fabriquer des systèmes Patriot, notre production suffirait à assurer la protection de l'Ukraine et à aider nos partenaires qui s'engageraient dans cette démarche. Alors, ce qu'il dit, et il l'a répété ces derniers jours, c'est « Écoutez, à tous les membres de l'OTAN, oubliez cette histoire de 2027. Apparemment, il y a déjà des contrats prévus pour leur livrer des systèmes Patriot en 2027, mais ils ne sont même pas encore construits. Il a dit « Vous savez quoi? Oubliez tout ça. Donnez-moi tous ceux que vous avez maintenant. Tout de suite, et donnez-moi aussi la capacité supplémentaire d'en fabriquer chez moi à l'avenir. » Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Eh bien, il évoque aussi autre chose que je trouve important de souligner. Dans le contexte de ce qu'il disait, il posait la question « Qu'est-ce qui ne va pas pour que le monde occidental n'ait pas su mobiliser correctement son industrie, ses capacités, ses forces pour me soutenir, moi, Zelensky. » Alors vous savez, je n'ai jamais été un partisan de cet homme. Lui, comme tout ce qui est lié à la guerre en Ukraine, c'est une imposture. Je veux dire, on parle de Kolomoïski, un célèbre oligarque juif originaire de Russie, qui s'est ensuite installé en Ukraine, s'y est imposé et a fait des milliards.
il est, je crois, aujourd'hui en prison quelque part. C'est lui qui a découvert Zelensky, qui a grandi en parlant uniquement russe, qui était humoriste, pas ukrainien par ses origines, et certainement pas par naissance, et qui l'a placé à la tête de l'Ukraine, avec bien sûr l'aide des Nuland, des Kagan et d'autres. With the help, of course, of the Newlands and Kagans and others. Now, these people created this fictitious government. Ces gens ont créé ce gouvernement fictif et nous l'avons soutenu jusqu'au bout grâce à la CIA et au MI6 britannique. Et lui, il dit « Regardez, c'est vous qui m'avez mis là. J'étais prêt à essayer de m'en sortir avec un accord de paix. Vous avez envoyé Boris Johnson, il m'a promis monts et merveilles, vous n'avez rien tenu. Et ce qu'il dit vraiment, c'est que si vous ne me donnez pas tout maintenant, je ne serai plus là dans un an. Et il a raison. Il a tout à fait raison. Maintenant, il y a autre chose dont on ne parle jamais. C'est que le président Poutine a fait preuve d'une retenue énorme. Il s'est toujours opposé à toute action qui pourrait entraîner l'arrivée soudaine de forces de l'OTAN dans l'équation. Il ne veut pas d'une grande guerre. Il a très bien géré cette situation, mais en ce moment, la guerre devient vraiment difficile, dans le sens où le peuple russe, clairement, a perdu patience. Il faut quand même se rappeler que le président Poutine a aussi une énorme influence au Venezuela, à Cuba et même au Mexique. Il a une influence considérable dans de nombreux pays. Il pourrait très bien faire monter d'un cran le conflit que nous menons actuellement contre lui en Ukraine. Et d'ailleurs, ce que nous faisons au Moyen-Orient pour affaiblir l'Iran pourrait aussi s'étendre horizontalement vers l'hémisphère occidental. On a de la chance, d'une certaine manière, d'avoir le président Poutine de l'autre côté de cette équation. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le président Trump a semblé promettre une certaine forme de souplesse, de compréhension ou même d'accord en Alaska. Ça s'est révélé être une fraude totale, une supercherie complète. Et je pense que ça a vraiment commencé à changer la situation et aussi l'attitude à Moscou à notre égard. Ce n'est plus simplement « on ne peut rien croire de ce que disent les Américains ». Non, ils nous voient vraiment comme des ennemis, au même titre que les Européens. Je trouve ça très dangereux et c'est pour ça qu'il n'est pas impossible qu'on assiste à des événements spectaculaires dans les prochains mois. Penser que les Russes vont rester tranquilles, grignoter peu à peu des morceaux de leur ennemi, maintenant qu'on voit ces villes fortifiées tomber, mais sans aller plus loin, je crois que c'est une erreur. C'est très dangereux. On traverse en ce moment une période plus risquée peut-être que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Je ne sais pas quel conflit va nous exploser à la figure en premier, que ce soit l'Iran ou l'Ukraine. Et je n'exclus pas non plus des tensions dans les Caraïbes, avec Cuba, le Venezuela ou le Mexique. Mais personne ne semble se concentrer sur tout ça. Personne ne voit de lien entre ces situations. Et pourtant, on devrait. Il se passe bien plus de choses qu'on ne le pense. Et on ne maîtrise même pas ce qui se passe dans notre propre pays. C'est encore un autre problème. On n'a même pas abordé la question économique. On pourrait inviter Jeff Curry, qui connaît mieux que quiconque le marché et le commerce du pétrole. Mais on pourrait aussi faire venir bien d'autres experts. Personne ne peut prédire avec une certitude absolue, mais on sait qu'on se dirige vers une situation d'urgence, d'ici l'automne, sur les marchés pétroliers. Et ça va avoir des répercussions ici, chez nous aussi. Est-ce que quelqu'un réfléchit vraiment à tout ça? Ou bien le président Trump est-il absolument convaincu qu'il peut manipuler ces marchés indéfiniment, alors même qu'on commence à manquer de pétrole pour le faire? Peut-être que ça changera, que le soleil finira par percer et que tout à coup, le mauvais temps disparaîtra. J'en sais rien, mais je pense qu'il y a trop de variables, trop de choses qui pourraient mal tourner. Et pourtant, personne ne semble relier tout ça d'une manière vraiment cohérente. Non, et c'est quelque chose qui ne laisse vraiment pas présager une éclaircie.
ni un retour soudain à la raison. De toute évidence, le président Trump pense, à en croire tous les témoignages, qu'il peut manipuler les marchés indéfiniment et que le marché papier qu'il contrôle d'une certaine manière finira par influencer le marché réel. Mais ça, très probablement, n'arrivera pas. Et cette façon de penser se retrouve aussi dans la guerre elle-même. Même dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est en fait une opinion assez répandue. Vous n'avez peut-être même jamais entendu parler de ce type, Andrew Harding, qui était sur Fox News et qui expliquait comment le courant dominant perçoit cette guerre. Et je pense que ça met en lumière un problème encore plus profond. Je pense que s'il y a un président capable de rassembler les deux camps, ce sera le président Trump. Cela ne veut pas dire qu'un cessez-le-feu ou une pause dans les combats soit chose facile. Clairement, ça ne l'a pas été. Mais le président a un solide bilan, surtout pendant son deuxième mandat, pour obtenir des pauses dans les combats, des cessez-le-feu, voire des arrêts de longue durée entre différents pays ou différentes parties à travers le monde. Que ce soit entre Israël et le Hamas, entre l'Inde et le Pakistan, ou plus récemment entre les États-Unis et l'Iran. Ici, le président est vraiment concentré sur la diplomatie pour éviter que les conflits ne se transforment en problèmes plus graves. Non, au-delà du simple côté insensé de tout ça, il y a eu, parce que le président Trump l'a dit il y a quelques jours, qu'il voulait toujours une issue diplomatique. Et je pense qu'on va y arriver. Il a dit « Je crois qu'on est sur la bonne voie ». J'ai eu le président Poutine au téléphone le 4 juillet. Et franchement, on aurait pu reprendre ça presque mot pour mot du 21 janvier de l'année dernière, quand il a pris ses fonctions et qu'il disait exactement la même chose. Et 18 mois plus tard, rien ne se passe. Et les gens continuent de les écouter. Et puis ce type-là, je pense qu'il ne parle pas vraiment au public de Fox News, mais directement au président Trump lui-même, qui évidemment regarde toujours cette émission. Et ça ne fait que flatter son ego, lui donnant l'impression qu'il peut tout faire, alors qu'en réalité, il ne fait rien. Qu'est-ce qui vous inquiète si Trump finit par croire à sa propre rhétorique? Je pense qu'on devrait envoyer ce jeune homme à Fort Benning, qu'il y passe un peu de temps au bar des officiers et qu'à un moment quelqu'un finisse par lui mettre une bonne droite et le foutre dehors. Et là, sa carrière serait terminée. Franchement, c'est agaçant. Il incarne, dans son apparence, sa façon de parler et tout le reste, tout ce que je trouve de travers dans la virilité américaine aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment de virilité. Et il est prêt à dire tout ce que veulent entendre ceux qui remplissent ses poches. Franchement, tout ça c'est du vent. Ça ne veut rien dire. C'est du n'importe quoi. Malheureusement, comme je le disais au début de cette émission, la plupart des gens de ma génération écoutent encore ça. C'est bien là le problème. Ils continuent à l'écouter et ils y croient. Mais tout le monde autour, lui, est déjà passé à autre chose. Je pense que dès qu'on passe sous la barre des 50 ans, on voit de plus en plus de gens dire « c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, je ne veux rien avoir à faire avec ça ». La vérité, c'est qu'aux yeux de la plupart des électeurs, nos grandes institutions de gouvernance ont complètement perdu leur légitimité. Et ça, c'est très dangereux. Les gens ne croient plus ce qu'on leur dit. Mais encore une fois, si vous vivez dans la bulle de Washington, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Dès que vous partez à une centaine de kilomètres vers l'ouest, le sud, le nord-est ou le nord-ouest, vous voyez une réalité tout à fait différente. Malheureusement, à l'intérieur de Washington, le monde imaginaire tient toujours. Et lui, c'en est un exemple. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous.